Cela m'a pris du temps pour décider d'écrire tout cela, car cette histoire comporte plusieurs parties qui peuvent ou non être connectées. Elle peut être un peu longue et un peu anticlimatique, car elle n'est pas aussi effrayante ou traumatisante que d'autres histoires, mais il m'a fallu des semaines pour recommencer à bien dormir depuis que Reynaldo Cerruti est venu frapper à ma porte. Voici le contexte. Je vis dans un petit chemin de terre dans le sud de l'Ohio, CE qui semble rural et agricole, mais qui se trouve juste à côté d'un complexe d'appartements subventionnés et d'une voie principale de la région. C'est un mélange étrange de personnes transitoires et de résidents de longue date, de jeunes familles et de personnes solitaires. Une maison peut être méticuleusement entretenue, tandis que la maison voisine peut avoir une moto aquatique dans le jardin et un arbre enveloppé de grillages comme cage improvisée pour son perroquet. Ce n'est pas un exemple pris au hasard, c'est quelque chose de réel. Je vis ici depuis presque 10 ans, et pendant plus de 9 de ces années, il n'y a eu que ma fille et moi. Elle a 10 ans maintenant, mais je n'aime toujours pas la laisser jouer seule dans le jardin, et je suis obsédé par l'idée de garder les portes fermées et verrouillées en tout temps, même lorsque nous nous détendons simplement à la maison. Je suis quelqu'un qui préfère être seul, je ne pose pas de questions et ne cause pas de problèmes. Mon objectif principal dans la vie est qu'on me laisse tranquille. Et puis Taddeo a emménagé. Imagine que le quartier est disposé comme un escalier à 4 marches. Je vis sur la 3e marche et, de gauche à droite, on arrive à une rangée qui mène à la voie principale mentionnée et sort du quartier. Taddeo a emménagé dans une maison près de l'une de ces sorties, à seulement quelques maisons de distance dans la rue, de l'autre côté, dont je n'avais aucune idée jusqu'à ce que je sois dans mon jardin un jour, il y a quelques années, et qu'une voiture qui passait s'est arrêtée, et que la fenêtre s'est baissée. J'ai déjà eu des expériences douteuses avec des escrocs et des vendeurs dans le quartier. Il y a toute une histoire sur un groupe qui a essayé de me convaincre de monter dans leur voiture et de retirer de l'argent aux distributeurs pour eux. Donc je suis très sceptique et méfiante envers tout étranger qui veut s'arrêter pour discuter. De plus, je n'avais jamais vu ce type auparavant, corpulent, avec des cheveux poivre et sel, des yeux fatigués et probablement dans la 50aine au moins. J'avais 26 ans à l'époque, donc il devait avoir au moins le double de mon âge. Alors Taddeo ralentit la voiture et abaisse la fenêtre du passager. Il dit quelque chose, mais je ne peux pas l'entendre. Alors je fais un pas hésitant vers le véhicule, espérant qu'il demande simplement des directions. « Bonjour ma fille », dit-il, et tous mes instincts se déclenchent immédiatement à cause de la manière désagréable dont il prononce le mot « fille ». « Je suis Taddeo, je viens d'emménager plus bas dans la rue », dit-il. Je suis désorienté. « D'accord. Comment t'appelles-tu, ma chérie ?» Maintenant, le fait qu'il m'appelle « ma chérie » est généralement un moyen sûr de m'énerver, mais il y avait quelque chose en lui, même dans ses premiers moments, qui a activé toutes les alarmes. Parfois, il n'est pas grave de dire à un type désagréable d'aller se faire voir, mais d'autres fois, il y a une voix intérieure qui te dit « Celui-ci est une bombe à retardement, ne l'allume pas ». Alors je lui donne mon nom en espérant qu'il soit juste gentil. Parce que, et peut-être que c'est un grand-père gentil qui n'a pas reçu le mémo sur le fait de ne pas utiliser « fille » et « ma chérie ». C'est le sud des Appalaches, ce ne serait pas le seul. As-tu un petit ami ? Je pense que chaque femme a ce petit moment de « oh mon Dieu » chaque fois qu'un étranger pose cette question. Je suis tellement surprise et encore en train d'essayer de comprendre l'interaction que je dis simplement quelque chose de négatif parce que c'est la vérité. Je n'ai pas de petit ami, pour une bonne raison. Je suis lesbienne, mais à ce moment de ma vie, c'était encore une information privée et je ne sentais ni l'obligation ni l'inclination de partager ce détail avec lui. « Tu devrais me laisser t'emmener sortir un de ces jours, » dit-il. « On peut boire quelques bières. » À ce moment-là, tous les poils de mon corps se dressent et je décline aussi poliment que possible. Il insiste et l'interaction semble durer une éternité. Mais je suppose qu'elle a duré environ 10 ou 15 minutes parce que j'ai réussi à reculer vers ma porte et à trouver une excuse pour rentrer. J'espérais que ce serait la dernière fois que j'aurais à parler à Taddeo, mais bien sûr, ce ne l'était pas. Pendant des semaines, il semblait que chaque fois que je sortais de chez moi, Taddeo était là, ralentissant pour me parler de ceci ou de cela, mais surtout pour essayer de me convaincre de sortir avec lui. Quand allons-nous dîner ensemble ? J'ai toujours dit non, aussi poliment que possible. C'était gênant et stressant, mais gérable. Et puis, ça a escaladé. Je suis assise chez moi un jour, et il y a un coup à ma porte.
Je n'ai pas de Judas ni aucun moyen de savoir qui est à la porte sans me pencher complètement par la fenêtre de devant. Donc généralement, je ne réponds pas à la porte à moins que j'attende quelqu'un. Si c'est quelqu'un que je connais, il me téléphonera ou se présentera à la porte. Alors je laisse les coups continuer, et puis la sonnette retentit, puis encore des coups et encore des coups. Finalement, je pense que peut-être la maison du voisin est en feu ou quelque chose comme ça. J'ouvre la porte. Bien sûr, c'est Tadeo. « Bonjour ma fille », dit-il avec un sourire sinistre qui n'atteint jamais ses yeux. Je veux lui dire d'aller se faire voir, mais plus que jamais, mes instincts me disent de ne pas l'énerver. Clairement, il n'a pas peur de franchir une limite et vit à seulement 2 ou 3 maisons de distance. Tout. Ce que je peux imaginer, c'est qu'il rentre chez lui, réfléchit à mes insultes, à mon rejet, et puis il lui suffit de marcher 2 minutes pour se venger. Alors je fais la conversation la plus courte possible, je rejette toutes ses propositions aussi poliment que possible, et je verrouille la porte aussi rapidement que possible une fois qu'il est parti. Il commence à apparaître au moins 1 fois par jour, et j'arrête de répondre à la porte. Il persiste avec les coups, frappant fort et avec colère à la porte lorsque je ne réponds pas. Mais je ne vais pas m'impliquer volontairement avec ce type de quelque manière que ce soit. Un jour, je suis assise par terre dans mon salon en train de travailler sur quelque chose, et les coups commencent. Je les ignore. Ils deviennent plus insistants et en colère. Il crie mon nom, mais il ne peut pas prouver que je suis à la maison, donc qu'il aille se faire voir. Et puis, il essaie d'ouvrir la porte. Je verrouille toujours la porte à double tour, grâce à Dieu, mais la poignée est généralement juste verrouillée avec le verrou basique. J'étais assise juste là, à moins d'1 mètre de la porte, quand j'ai vu et entendu la poignée tourner violemment. Si elle n'avait pas été verrouillée à double tour, il serait entré directement et m'aurait trouvée assise par terre. Je devrais probablement avoir appelé la police, mais je n'avais jamais appelé la police pour personne auparavant. Cela semblait si extrême. Il est parti peu après et je l'ai laissé passer. Quel idiote. Un autre jour, je suis dehors en train de tondre la pelouse avec des écouteurs sur les oreilles quand je lève les yeux et là vient Tadeo. Je ne peux pas échapper à ce type et il commence à me faire sentir absolument piégé. Bien sûr, il veut parler et parce que j'étais une idiote non conflictuelle à l'époque, j'arrête de tondre la pelouse et j'enlève mes écouteurs. Il me dit qu'il peut m'aider avec la pelouse. Une jolie fille comme moi ne devrait pas avoir à tondre sa propre pelouse. Je n'ai qu'à lui demander de l'aide. Il me raconte comment il aide Eric tout le temps. Eric vit à 2 maisons de moi, presque directement en face de Tadeo, et Eric est un ivrogne constant et habituel en public. Il ne dérange personne, il se contente de tituber dans son jardin, de s'asseoir sur le canapé dans son entrée et de nourrir les chats errants, ce qui est problématique parce que cela signifie que nous avons une population croissante de chats sauvages à moitié fous qui se promènent. Mais je comprends, je suis une personne qui aime les animaux. J'ai vu Tadeo et Eric ensemble parfois, et je suppose qu'ils sont amis. Tadeo dit qu'il tond la pelouse d'Eric et qu'il peut tondre la mienne aussi, mais je n'ai jamais vu Tadeo faire quoi que ce soit. De plus, pour l'amour de Dieu, est-ce que ce type ne peut tout simplement pas me laisser tranquille? Il continue de dire qu'il me voit passer en voiture devant sa maison parfois. Oui, il n'y a que 2 chemins pour sortir de la rue, et le chemin le plus court passe devant sa maison, donc j'y suis passé par défaut. Mais je ne le ferai plus jamais, plus jamais. Je prendrai le chemin long, même si ça me tue. Je refuse son aide encore et encore. Je commence à éviter de sortir à tout prix. J'emmène ma fille à la voiture aussi rapidement que possible. Je porte les courses à la maison aussi rapidement que possible. Mais même alors, il peut me voir depuis sa maison. Et tandis que je cours vers la porte, j'entends parfois un sifflement fort, et puis je vois Tadeo me saluer. J'ignore généralement de l'avoir vu ou entendu, et je verrouille la porte aussi rapidement que possible. À un moment donné, dans les jours ou les semaines qui suivent, je commande une pizza. Quand on sonne à la porte, je réponds immédiatement. Pendant une seconde déconcertante, je ne peux pas comprendre pourquoi mon livreur est torse nu, mais ce n'est pas le livreur, c'est Tadeo. Il est énorme, un vrai ours, et il transpire un peu en s'appuyant contre le cadre de la porte. Il me tend un papier et m'explique que c'est son numéro de téléphone. Il me demande encore une fois si j'ai un petit ami. À ce stade, je suis désespéré et je sens que c'est une mauvaise idée de lui dire simplement que je suis lesbienne. D'une part, je sens que cela ne le dissuaderait pas. En fait, je sens que cela pourrait le mettre en colère et faire de moi une cible pour quelque chose d'encore pire. Et je pourrais devenir une cible pour tout le quartier, ce qui semble extrême. Mais dans la première année où j'ai vécu ici, un type a été battu juste dans la rue. Il n'était pas gay, et c'est une histoire plus longue, mais j'ai toujours su que la violence n'est pas une impossibilité. De plus, je n'ai pas de petit ami.
C'est juste ma fille et moi tout le temps. J'avais juste besoin que ce type me laisse tranquille. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a mise en alerte de manière aussi totale. Je ne pouvais pas arrêter de penser à la facilité avec laquelle il pourrait simplement me pousser et entrer dans la maison. Je pouvais le voir faire dans ma tête, avec une sensation constante qu'il était juste à la limite de bouger, de se lancer. Alors je lui mens et lui dis que oui, que j'ai un petit ami et que nous sommes très heureux. Merci Dieu pour l'hétérosexualité inventée. Il sourit ce sourire sombre et gras et dit « Je n'ai vu aucun homme par ici ». Il me surveille dans ma maison, observant qui entre et qui sort. Cela, et le fait qu'il essaie de défier mon mensonge, me donne la chair de poule. C'est comme si c'était un jeu pour lui, parce qu'il ne le dit pas en colère. Il le dit comme si c'était mignon, comme s'il m'avait coincé, comme si j'étais une proie, et qu'il savait que j'étais sans défense. Je veux dire, je ne suis pas sans défense. Même en imaginant qu'il me pousse dans la maison, je pense aussi à ceux que je pourrais utiliser comme arme, en planifiant d'aller directement vers ses yeux, son nez, frapper l'aine. Je ne me rendrai pas sans me battre, ça c'est sûr. J'invente quelque chose de stupide, comme mon petit ami fictif est dans l'armée, et qu'en ce moment même il est à l'étranger, mais que nous sommes très heureux, et que je n'ai pas besoin de la bière que tu apportes pour une raison quelconque. Puis il lance une litanie de questions sur mon petit ami soldat fictif. Combien de camions a-t-il? Est-il beau? Est-ce que je pense que Tadeo est beau? Est-ce qu'il prend soin de moi comme Tadeo pourrait prendre soin de moi? Tadeo est beau. Tadeo a 2 camions. Savais-tu cela? La dernière question me paralyse complètement et d'une certaine manière me fait me sentir encore plus effrayé et encore plus énervé. Je savais déjà que c'était un type désagréable, mais maintenant c'est un raciste et un type désagréable. Ce type ne fait qu'empirer. Je refuse à nouveau et lui dis que je dois y aller. Il dit « Eh bien, ce que ton petit ami ne sait pas ne peut pas lui faire de mal. » Je le fais partir. Il continue d'apparaître périodiquement pendant encore quelques années, laissant des cadeaux à ma porte à un moment donné, une vieille poupée et quelques jouets de son garage. Je pense qu'ils étaient pour ma fille, mais je les ai jetés. On dirait que ça continue pour toujours, et je me débats pour appeler la police. Je continue de penser qu'il est juste au bout de la rue, et que si j'appelle la police, cela deviendra un gros problème, et pourrait encore s'intensifier. Que vont faire les flics? Ils ne peuvent pas être ici tous les jours, et il n'a même pas encore fait quelque chose de criminel. Je n'ai pas de preuves pour me défendre. Mais finalement, progressivement, il me laisse tranquille. Merci Dieu. Je pense qu'il a trouvé une petite amie, peut-être, je ne sais pas. Tout cela s'est passé au cours des 4 ou 5 dernières années, mais les derniers mois, peut-être 12 ou 18 mois, ont été très tranquilles, et je ne peux que supposer qu'il a déménagé ou qu'il a compris l'indice, ou les deux. Je l'ai à peine vu. Jusqu'à il y a environ 3 semaines. Je suis assise sur mon canapé tard le soir, vers 10 heures, quand j'entends un bruit sur le trottoir. Je mets en pause et écoute, puis quelqu'un tourne la poignée de ma porte. Elle est verrouillée à double tour, comme toujours, heureusement. Maintenant je suis en alerte et les coups à ma porte commencent. Je ne peux pas voir qui c'est, mais je sais que je n'attends pas de visite. Les coups deviennent frénétiques, urgents, mais j'attends. Plus de coups et de coups et de coups. Je pense que c'est peut-être mes parents, peut-être que quelque chose est arrivé à mon père, qui a des antécédents de problèmes cardiaques, mais pourquoi n'aurait-il pas appelé? Pourquoi ne crie-t-il pas pour s'identifier? Puis j'entends une voix masculine basse qui dit « Merde, tant pis !» Oh mon Dieu! Plus de coups et de rotation de la poignée, même frappé à ma fenêtre, celle juste à côté de la porte. Je suis effrayé maintenant. Mais je sais aussi avec certitude que je ne sais pas qui c'est et que je n'ouvrirai pas cette porte. Cela me met aussi un peu en colère. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qui vient sur mon trottoir et frappe à ma porte pendant que j'essaie de jouer à Animal Crossing? Alors je vais à la porte et je crie à travers elle, exigeant de savoir qui c'est. Il répond « Nicole, c'est moi, Reynaldo Cerruti. J'ai la bière d'Eric, laisse-moi entrer. » D'accord, mon nom n'est pas Nicole. Je ne connais même pas une Nicole, et encore moins un Reynaldo Cerruti. Et Eric vit 2 maisons plus bas. Clairement, il a juste la mauvaise maison et cette situation devrait être facilement clarifiée. Je ne sais pas qui tu es, je lui dis à travers la porte. Tu as la mauvaise maison, tu dois partir. Mais il continue de frapper à la porte et affirme qu'il n'a pas la mauvaise maison. Allez Nicole, arrête de jouer et ouvre simplement la porte. C'est moi, Reynaldo Cerruti. J'ai la bière d'Eric, il crie, essaye la porte à nouveau, frappe à la fenêtre dans une frénésie absolue. Mon nom n'est pas Nicole, je lui crie en retour. Tu as la mauvaise maison, tu dois partir d'ici, je vais appeler la police. Mais il continue de crier et de frapper, m'appelant par le mauvais nom, me suppliant simplement d'ouvrir la porte.
Il continue de répéter son nom complet, Reynaldo Cerruti. C'est moi, c'est Reynaldo Cerruti, j'ai la bière d'Eric. Ouvre la porte, ouvre simplement la porte, c'est Reynaldo Cerruti. Nous faisons des allers-retours pendant ce qui semble être une éternité, mais ce n'était probablement que 10 minutes ou moins. À ce moment-là, ma fille a déjà entendu le vacarme et est effrayée. Je ne suis pas sûr s'il va encore intensifier, mais il ne m'écoute définitivement pas et ne semble pas vouloir partir. Je suis effrayé par la façon dont il continue de me supplier d'ouvrir la porte, comme s'il n'avait peut-être pas du tout la mauvaise maison et essayait simplement de me faire sortir. Taddeo me vient aussi à l'esprit, parce qu'il est ami avec Eric, tu te souviens? Donc, même si je ne veux pas, j'appelle la police. Je dis à Reynaldo Cerruti que j'ai appelé la police, et tout devient silencieux pendant un moment. Je pense que peut-être cela a suffi à le faire partir. J'explique à l'opératrice ce qui se passe et ils envoient rapidement quelqu'un. L'opératrice demande si l'homme est toujours là, juste au moment où Reynaldo Cerruti commence à frapper à nouveau à la porte et aux fenêtres. Oui, il est toujours là. Je pense qu'il est confus, mais il ne part pas. Non, je ne le connais pas. Son nom est Reynaldo Cerruti. Non, je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne peux pas le voir. Non, je ne vais pas mettre mon visage à la fenêtre. Il continue de frapper à la fenêtre de la porte. Est-ce que tu as besoin que je regarde pour obtenir une description? Bon sang, d'accord. Alors je soulève le rideau et je soulève les lourds stores vénitiens, mais il fait complètement noir et ma lumière du porche ne fonctionne pas. Tout. Ce que je peux voir, c'est un vélo jeté sur mon trottoir. J'entends une femme crier, et c'est difficile à comprendre, mais il semble qu'elle crie à Reynaldo Cerruti de lui dire qu'il a la mauvaise maison. Je pense que c'est peut-être une de mes voisines immédiates, mais je ne suis pas sûr. Cela ne l'arrête pas. Il lui dit de se taire et continue de me crier dessus. Cela ressemble à une éternité, et la conscience qu'il y a un intrus juste de l'autre côté du mur est incroyablement surréaliste. Je peux l'entendre marcher de long en large sur le trottoir, en train de parler avec moi et lui-même. On dirait qu'il cherche un point d'entrée, mais je ne peux pas en être sûr. Tout ce que je peux faire, c'est écouter. J'explique tout à l'opératrice pendant que ça se passe. Et il ne faut vraiment pas longtemps pour que les lumières clignotantes apparaissent dans ma rue. J'entends un officier appeler Reynaldo Cerruti, puis un échange de dialogue, mais je n'ouvre toujours pas cette porte. Il est difficile de comprendre tous les mots, mais je distingue clairement un officier dire « Alors pourquoi tu embêtes cette bonne dame ?» Finalement, quelqu'un frappe et annonce qu'il s'agit de l'un des policiers. Quand j'ouvre enfin la porte, l'officier me pose quelques questions. A-t-il vraiment essayé d'entrer dans la maison ? Je veux dire non, mais il continuait d'essayer ma porte comme un maniaque. Il cherchait la maison d'Eric, qui est plus bas. Ouais, je sais qu'il n'arrêtait pas de le dire. J'ai essayé de lui dire qu'il avait la mauvaise maison. Est-ce que c'est ton vélo ? Non. D'accord, on s'assurera qu'il parte avec. Passe une bonne nuit. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé après ça. Je ne sais pas s'ils l'ont simplement emmené chez Eric ou quoi. Je l'ai brièvement vu debout dans les lumières du véhicule de patrouille dans la rue, parlant avec un autre officier. Mince, cheveux coupés si courts qu'ils étaient presque inexistants, vêtements un peu trop grands. Je ne l'avais jamais vu auparavant de ma vie. Je suppose qu'ils ne l'ont pas arrêté. Je suppose qu'il n'avait vraiment rien fait de criminel. Mais quand même, il m'a fallu des heures pour me calmer et pour que l'adrénaline disparaisse. Je n'ai pas dormi. J'ai juste attendu qu'il revienne ou que quelque chose d'autre arrive. Le matin suivant, ma fille et moi sommes sortis et avons découvert qu'une de nos jardinières sur le porche avait été brisée. Elle était un peu vieille de toute façon et probablement juste piétinée dans l'agitation. Je l'ai laissée comme elle était parce que cela me semblait étrange de toucher à quelque chose lié à Reynaldo Cerruti. Il m'a fallu plusieurs jours de plus pour rassembler les débris et les jeter. Cela fait 3 ou 4 semaines et hier ma fille a dit « Maman, n'avions-nous pas caché notre clé de rechange sous cette boîte ?» Quand j'ai entendu ça, mon âme a quitté mon corps. Elle avait raison. Notre cachette était vraiment haute et très difficile à atteindre, alors la dernière fois que nous l'avons utilisée, je l'ai simplement glissée sous cette jardinière et j'ai oublié de la déplacer à nouveau. Mais quand j'ai nettoyé la boîte, je ne l'ai jamais vue. J'ai vérifié les buissons et le sol à proximité. J'ai fouillé toute la petite zone du porche et de l'allée. J'ai vérifié et revérifié, mais je n'ai pu la trouver nulle part. Maintenant, peut-être qu'elle a été jetée avec la boîte. Peut-être qu'elle était juste dans les buissons ou sur l'herbe ou quelque chose, et que je n'ai pas pu la trouver. Peut-être. Mais j'ai changé les serrures ce jour-là, juste au cas où.
Pour couronner le tout, après une longue période de tranquillité, je sortais vers ma voiture un jour ce week-end, et j'ai entendu un sifflement fort et grave. C'était Tadeo, me saluant depuis la rue. J'ai fait semblant de ne pas le voir, et je suis monté dans la voiture. Il y a quelques autres choses inquiétantes qui se passent, qui sont un peu leur propre histoire, comme l'adolescent qui vit derrière moi qui continue de jeter des jouets et des articles ménagers aléatoires dans mon jardin depuis la fenêtre de son appartement au 2e étage. Il y a aussi eu 2 fois le mois dernier où je me suis réveillé en pensant que c'était quelqu'un frappant à ma fenêtre de chambre au milieu de la nuit. Mais Reynaldo Cerruti m'a vraiment affecté et m'a laissé dans un état de vigilance constant. Vivre pratiquement seul engendre une certaine quantité de paranoïa nocturne, mais maintenant je fluctue toujours entre 30 et 99% de certitude que quelqu'un est dans ma maison ou juste à l'extérieur de ma fenêtre, ou les deux. Et cela n'aide pas que Tadeo, qui vit toujours juste au bout de la rue, puisse avoir une certaine implication. Ou peut-être que Reynaldo Cerruti était juste un type ivre au hasard et que j'exagère tout. Quoi qu'il en soit, pour l'amour de Dieu, Reynaldo Cerruti et Tadeo, au bout de la rue, ne nous rencontrons plus jamais. Croyez-le ou non, mais j'ai toujours été le genre de personne qui attire des gens vraiment dérangés. Je suis assez jeune, mais je ne compte même plus combien de fois je me suis retrouvé face à des personnes bizarres. Cependant, je me souviendrai toujours de cette histoire pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'était mon voisin, et ensuite, parce que cela aurait pu très mal finir. La première fois que je l'ai rencontré, c'était lorsque j'ai emménagé dans mon appartement actuel. Il se trouve dans une très belle maison qui est divisée en 5 appartements. Le mien était au 1er étage, le sien au rez-de-chaussée, et je devais passer devant sa fenêtre pour atteindre la porte principale. Au début, cela ne me dérangeait pas trop. Il semblait un peu étrange. Mais pour moi, tout le monde semble étrange. Il s'était énervé contre mon frère aîné simplement parce qu'il était passé devant sa fenêtre, mais il n'a jamais été agressif envers moi personnellement. De plus, je passais la plupart de mon temps à étudier et je rentrais toujours à la maison assez tard. La vie se déroulait assez tranquillement. J'ai terminé mes études et obtenu mon diplôme. J'ai trouvé un partenaire vraiment génial et j'aurais pu être heureuse. Enfin, si ce n'était pas à cause de ma santé qui se détériorait. Rien de mortel, mais je devais rester à la maison au lieu de travailler. Ma vie était plutôt ennuyeuse et sans événements, jusqu'à ce qu'un jour, alors que je nettoyais, mon téléphone internet a sonné. Au lieu de répondre, j'ai regardé par la fenêtre ouverte et j'ai vu que le voisin me fixait. Il était là, debout devant la porte, immobile et légèrement menaçant. Je lui ai demandé s'il avait besoin de quelque chose, j'ai attendu sa réponse, mais après un long silence, il est simplement entré chez lui. J'ai entendu sa porte se fermer. C'était vraiment étrange, mais j'avais des choses plus importantes à faire, alors je suis retourné à mon ménage. Une semaine plus tard, tous les volets étaient fermés. Il y avait une inscription sur chacun d'eux. Scellé. Cela ne semblait pas officiel. C'était plutôt une écriture tordue et désordonnée au marqueur noir. Encore une fois, je n'y ai pas prêté attention, car, en quelque sorte, j'étais contente que le voisin étrange soit parti. J'ai supposé qu'il avait été arrêté ou quelque chose du genre. Une fois de plus, la vie est redevenue calme, et 2 mois après sa disparition, un type vraiment sympathique a commencé à vivre dans l'appartement. C'était un gars vraiment génial, toujours souriant et prêt à aider. Il avait la tête rasée, comme l'ancien voisin, mais il était dodu et très amical. Tout allait assez bien pendant environ 1 an, puis les choses ont commencé à se dégrader. Et, bon sang, elles sont devenues terribles. En général, je disais toujours bonjour aux voisins. Il me demandait poliment comment se passait ma journée, celle de mon partenaire, et pratiquement tout le reste. Cependant, ce jour-là en particulier, il ne m'a pas salué lorsque je suis passé devant sa fenêtre comme il le faisait habituellement. Au lieu de cela, il était assis sur sa chaise, me regardant avec des yeux sombres, suivant chacun de mes mouvements. Malgré tout, je lui ai fait un signe de la main, en souriant. J'ai supposé qu'il avait simplement passé une mauvaise journée. Depuis ce moment, je le voyais toujours pendant la journée, assis dans l'obscurité, regardant par la fenêtre. Et pendant la nuit, il mettait du heavy metal à fond tout en riant et en criant comme un fou. À ce stade, ni moi ni aucun des autres voisins ne pouvions dormir.
Nous continuions à appeler la police, mais ils se fichèrent du bruit. Je ne sais pas exactement quand j'ai réalisé que le gentil voisin était en fait le voisin étrange, mais quand je l'ai fait, cela m'a laissé un goût très amer, pour une raison quelconque. Probablement parce que je savais pertinemment qu'il avait un passé violent. Un jour, j'étais chez un ami pendant une semaine. Comme mon partenaire travaillait, il est resté dans notre appartement. J'étais en train de faire des courses avec mon ami quand j'ai reçu un message qui m'a fait frissonner. Apparemment, le voisin était entré dans notre appartement. Mon partenaire ne s'était pas rendu compte qu'il avait laissé la porte déverrouillée et le voisin était simplement monté à l'étage, avait ouvert notre porte et était entré. Je ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé, car je n'étais pas là, mais apparemment, il voulait raser les cheveux et les sourcils de mon partenaire. Il était complètement délirant, avait des difficultés à parler et disait seulement des bêtises en général. Mon partenaire a réussi à le faire sortir et à fermer la porte. Il était plutôt amusé par toute cette histoire. Quand je suis finalement revenu, les choses ont empiré. D'abord, il nous arrêtait dans la rue, mon partenaire et moi, nous disant que la seule source fiable d'information était notre grille-pain. Puis, il a commencé à me coincer. Il attendait que je sois sur le point d'arriver à la porte, puis ouvrait violemment la sienne. Ensuite, il me disait que je ne devais pas sortir et que je ne devais faire confiance à personne d'autre que lui. Il était assez évident que sa santé mentale se détériorait, car son discours devenait de plus en plus incohérent. Il faisait également de longues pauses en regardant ailleurs. Pendant 2 semaines, il a réussi à me coincer 4 fois. C'est-à-dire, littéralement, les seules 4 fois où je suis sorti seul pendant ces maudites 2 semaines. C'était une période vraiment horrible pour moi. Je ne pouvais pas quitter mon appartement seul, je ne pouvais pas vivre la vie que je voulais, et je devais rester enfermé chez moi, en attendant mon partenaire. Même avec des précautions, je continuais à le croiser. Et plus je le voyais, plus je me sentais mal à l'aise. Pendant des semaines, j'ai eu l'impression d'être otage dans ma propre maison. J'aurais dû appeler la police, car nos rencontres devenaient de plus en plus fréquentes. Il s'agitait, se tortillait, regardait autour de lui et se rapprochait de plus en plus de moi. Il y a eu un moment où je pouvais sentir son souffle humide sur ma peau. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur d'appeler la police parce que tous nos autres voisins étaient en vacances. J'avais très peur qu'il me fasse du mal si j'appelais la police. Jusqu'à ce jour, je devais rencontrer mon petit ami dans un bar près de chez nous. Ma première erreur a été de sortir beaucoup plus tard que mon partenaire. Je suis descendu les escaliers en silence, sans faire de bruit en ouvrant la porte, et j'ai essayé de m'éloigner de sa fenêtre. Il m'a vu. Il a ouvert la fenêtre et, pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, il m'a parlé d'une voix claire. « Ne sors pas. Reste à la maison. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir ou sors lundi à 7h du matin. » Terrifié, j'ai acquiescé et je lui ai souri, les mains agrippant mon sac. Je l'ai regardé fermer sa fenêtre et j'ai attendu qu'il se retourne pour pouvoir commencer à m'éloigner. Quand il m'a vu partir, il m'a crié « Hé, ne va pas te faire mot obscène !» Je l'ai vu se diriger vers sa porte et j'ai senti mon sang se glacer. Je n'étais rien par rapport à lui, je n'avais aucune force. J'étais juste une personne silencieuse et malade contre un homme vraiment massif. Alors j'ai couru. J'ai couru pendant environ 2 minutes directement jusqu'au bar, passant devant des passants qui me regardèrent sûrement. J'ai couru pour ma vie et j'ai continué ainsi jusqu'à ce que je voie enfin mon partenaire et nos amis à une table. Et à ce moment précis, j'ai commencé à pleurer. Je me suis effondré sur la chaise et j'ai pleuré pendant environ 3 minutes d'affilée. Plus tard, nous sommes tous rentrés chez nous, nos amis me cachant. Ma deuxième erreur. Ce jour-là a été de convaincre les autres qu'ils pouvaient aller au théâtre, qui se trouvait à seulement 3 maisons de l'appartement, et que je serais bien car je n'allais pas sortir. Ils sont partis. Il commençait à faire très chaud, alors j'ai ouvert les fenêtres avant d'allumer le ventilateur. Je passais un après-midi tranquille, buvant du thé glacé et regardant des vidéos stupides quand quelqu'un a frappé à la porte. Je savais qui c'était. Il n'y avait qu'une seule personne qui frapperait à ma porte comme ça. Alors je savais que c'était le voisin maniaque. Je n'ai pas répondu. Je suis resté figé sur le canapé. La seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était que cette fine porte était vraiment le seul obstacle entre nous. Puis il a commencé à crier. Je n'ai pas pu comprendre tout ce qu'il disait. Le ventilateur couvrait une grande partie de ses cris. Mais je me souviens encore de certaines choses qu'il a dites. « Enfant du diable, fais confiance, ouvre la mot obscène porte, et ensuite, le pire de tout, tu vas brûler. »
Puis il y a eu un rire qui semblait littéralement tout droit sorti d'un foutu film d'horreur. C'est à ce moment-là que je l'ai entendu rire que j'ai vraiment pris conscience de ma solitude, de la façon dont nous étions les 2 seules personnes dans toute la maison, de la façon dont il aurait simplement pu forcer la porte et Dieu sait quoi d'autre. J'ai trouvé la force de me lever, d'aller dans la salle de bain et de m'asseoir derrière la porte, puis j'ai recommencé à pleurer, essayant d'étouffer ses cris et ses rires. J'ai envoyé un message à un ami qui m'a convaincu d'appeler la police. Cette fois, ils ont répondu. J'ai appelé trop tard. Il était déjà retourné dans son appartement lorsqu'ils sont arrivés. Il y a eu 3 coups polis. Je les ai laissés entrer. Le voisin maniaque tremblait maintenant. Il y avait 5 officiers, l'un d'eux sur le seuil d'un autre appartement. Ils avaient retrouvé quelques verres partiellement remplis d'alcool. Ils m'ont cru et ont essayé de me rassurer. Mais à la fin de la journée, il n'y avait rien qu'ils puissent faire. Je devais juste m'asseoir et attendre, encore terrifié. Après cela, je suis allé au commissariat et j'ai déposé un rapport. Une assistante sociale est allée voir le voisin, a parlé avec lui, et apparemment, il a juré de ne plus jamais me déranger. Après cela, il n'y a eu que de la musique forte au milieu de la nuit. Pourtant, j'avais toujours le sentiment persistant que ce n'était pas fini. Pendant environ 2 mois, tout allait bien, jusqu'à ce qu'un matin, j'ouvre ma porte et trouve une bière. Le voisin continuait à déposer des bières devant ma porte pendant une semaine. Il était 10h du matin et je venais de sortir de la douche, vêtu d'un t-shirt noir mais encore en sous-vêtements, quand mon téléphone internet a sonné. Comme toujours, parce que la fenêtre arrivait à hauteur de mon estomac, j'ai passé la tête par la fenêtre. Là, j'ai vu un gars qui travaillait dans un bureau juste en face de la maison. Il criait de manière maniaque et faisait des gestes vraiment sauvages, visiblement en panique. Mais ensuite, je l'ai vu, juste à côté de lui, il y avait le voisin fou, maintenant souriant. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce qui se passait, trop préoccupé par l'expression sinistre de mon voisin, mais ensuite je l'ai entendu « Tu dois sortir, la maison est en train de brûler ». J'ai ensuite regardé en direction de l'appartement du voisin. En effet, j'ai vu une épaisse fumée noire sortir des fenêtres ouvertes. J'ai juste enfilé un jean et attrapé mes clés. Je n'ai pas pu prendre ma pièce d'identité, ni même mon téléphone portable. Tout, ce que j'ai réussi à emporter, c'était mes vêtements et mes clés. Dans le couloir, j'ai senti la fumée. J'ai toussé quelques fois avant de sortir en courant. J'étais effrayée et confuse. J'étais censé aller à un entretien d'embauche dans seulement 30 minutes à ce moment-là. Mais à la place, je regardais l'endroit brûlé. J'avais peur que ma maison ne devienne rien d'autre qu'un tas de cendres. Le voisin était simplement là, debout, avec ce sourire fou. Il fumait et regardait la fumée tandis que l'autre type lui criait dessus. « Tu vois, je t'avais dit qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Je te l'avais dit. » Je regardais toujours tout brûler, me demandant combien de temps il faudrait avant que le feu n'atteigne mon unité, quand quelqu'un m'a attrapé par le bras. C'était une femme, l'une de mes voisines d'à côté. Elle m'a attrapé et m'a forcé à m'asseoir sur un banc avec elle. Elle m'a pris la main et a continué de dire aux voisins de ne pas s'approcher de moi. Elle m'a également donné de l'eau et m'a aidé à contacter la personne avec qui j'étais censé avoir un entretien. Mais surtout, elle n'a laissé le voisin s'approcher de moi à aucun moment. Elle s'est tenue devant moi tout le temps, faisant tout ce qu'elle pouvait pour me protéger de lui. Les pompiers sont arrivés rapidement, ainsi que la police. Ils lui ont posé des questions basiques, comme s'il y avait du gaz à l'intérieur, mais il s'est juste moqué et a ri d'eux. Ce maniaque a même eu l'audace d'essayer de fracasser son verre sur la tête d'un policier. C'est à ce moment-là qu'ils l'ont arrêté. C'est à ce moment-là que la femme a lâché ma main. J'étais enfin libre de lui. Le feu a été rapidement éteint. Grâce à une excellente isolation, seule son unité a vraiment brûlé. Cependant, le niveau de monoxyde de carbone était vraiment élevé, suffisamment pour tuer quelqu'un s'il était resté là. Toutes ces affaires ont été mises devant son appartement. Le voisin a été envoyé dans un hôpital psychiatrique et le propriétaire a finalement pu résilier le bail. L'un des autres voisins m'a dit que lorsqu'il est sorti ce matin-là, il avait vu une bière devant ma porte, mais quand je suis sorti à cause de l'incendie, il n'y avait rien là. L'incendie a été considéré comme un accident et nous n'avons ni vu ni entendu parler de lui depuis lors. Avec le temps, peu à peu, j'ai pu recommencer à sortir sans craindre pour ma vie. J'ai pu descendre les escaliers plus librement et après tout ce temps, je peux enfin me détendre. Mais il y a un petit détail avant de terminer l'histoire. Les affaires du voisin sont restées là pendant longtemps et chaque fois que je passais pour atteindre la porte principale, je voyais toujours ces carnets éparpillés par terre. Eh bien, ma curiosité a fini par l'emporter. Comme je m'y attendais, il y avait beaucoup de bêtises écrites.
Il y avait aussi beaucoup de discours haineux, mais cela n'était vraiment pas surprenant venant d'un type comme lui. Ensuite, j'ai trouvé quelque chose d'autre. C'était une sorte de registre. Il était difficile à déchiffrer jusqu'à ce que tout s'assemble, juste devant mes yeux. Pour chaque fois que les gens entraient ou sortaient des appartements, cet homme tenait un registre de chaque mouvement de tout le monde. J'ai trouvé mes pages assez facilement. Tous les jours pendant au moins 6 mois, il savait quand j'étais seul, quand je partais faire des courses, combien de temps je m'absentais, même à quoi je ressemblais quand je revenais. Chaque fois que je passais devant sa fenêtre, il le notait. Il écrivait également des commentaires qui parfois avaient du sens et d'autres fois non. Mais surtout, quand l'incendie a commencé, il savait que j'étais toujours à l'intérieur et il savait que j'étais la seule à y rester. Comme vous pouvez l'imaginer, savoir cela m'a complètement horrifié. J'ai refermé le carnet et je suis simplement retourné à mon appartement. Je ne comprends vraiment pas ce qui ne va pas avec ce type. Je prie en silence pour ne jamais le revoir. Lorsque ma femme et moi avons déménagé à St. Peters, dans le Missouri, c'était honnêtement l'un des moments les plus heureux de nos vies. J'ai toujours adoré Saint-Louis avec toute son architecture coloniale française et ses incroyables cathédrales, mais c'est une ville folle, et je pense qu'on ne peut supporter ce rythme de vie effréné que pendant un certain temps avant d'en avoir assez et de vouloir ralentir. Nous avons dû attendre un peu pour économiser et obtenir plusieurs promotions dans nos carrières respectives. Mais une fois que nous étions prêts, nous avons sauté sur l'occasion et nous avons déménagé. C'était comme notre propre petit coin de paradis en banlieue. La ville de St. Peters était tranquille, elle avait des lycées incroyables et comptait plus de 20 parcs. Je veux dire, en gros, tout était un grand parc, un océan de verdure par rapport à la jungle de béton de Saint-Louis. De plus, la grande ville était à seulement une demi-heure en voiture, 45 minutes en cas de trafic. Donc, ce déménagement n'allait en rien affecter nos carrières. Nous pensions que nous avions réussi. Oups! Nous pensions que tout était parfait. Nous pensions vivre le rêve. Mais il ne fallut pas longtemps avant que ce rêve ne se transforme en cauchemar comme aucun autre que ni ma femme ni moi n'aurions pu imaginer. Nous vivions dans un endroit appelé Laura Hill Road et nous étions assez proches des voisins des deux côtés de notre maison. D'un côté, il y avait un jeune couple avec leur petit garçon, avec qui nous aimions souvent faire des barbecues le week-end pour nous détendre après une semaine de travail bien chargée. De l'autre côté, il y avait un charmant couple de retraités. Ils étaient assez tranquilles et restaient à l'écart. Je veux dire, ils étaient vraiment âgés, donc ce n'était pas comme s'ils pouvaient se promener dans le quartier pour socialiser et tout. Je me serais peut-être un peu plus inquiété de leur bien-être s'ils n'avaient pas eu leur petit-fils qui vivait avec eux, travaillant comme infirmier dans un hôpital local. Il les aidait avec les tâches ménagères et veillait à ce qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin. Je me souviens m'être senti assez content qu'ils aient quelqu'un d'aussi attentionné et bienveillant pour les aider à la maison. Alors, un jour, en rentrant du travail après une journée particulièrement épuisante, j'ai vu quelque chose étendu sur la route qui contrastait fortement avec le quartier suburbain pittoresque. Quelque chose de petit et poilu, quelque chose couvert de taches sombres de sang séché, quelque chose gisait sans vie sur le bord de la rue parfaitement asphaltée. C'était un chat mort. Mon cœur s'est brisé pour ce pauvre animal. Quiconque l'avait écrasé ne s'était apparemment pas donné la peine de rester pour nettoyer le désordre. Et cela ne m'a pas seulement attristé, mais aussi enragé. Je sais que c'est beaucoup demandé à certaines personnes, peut-être étaient-elles trop choquées et effrayées pour rester et faire face aux conséquences et faire ce qu'il fallait. Mais Jésus, laisser ce pauvre animal là, gisant pour que tous les enfants du quartier le voient, ce n'est pas bien du tout. Notre maison se trouvait à seulement 100 de mètres plus bas dans la rue, alors je suis entré chez moi pour chercher un sac poubelle dans la cuisine. Je n'ai même pas salué ma femme en le faisant, alors elle a immédiatement compris que quelque chose n'allait pas et m'a suivi jusqu'à la rue, où elle a écarquillé les yeux en me voyant envelopper le corps du pauvre chaton dans le plastique noir. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Je n'allais pas le jeter à la poubelle avec le reste de nos ordures. Ce petit chaton était l'animal de compagnie de quelqu'un et, je ne sais pas, peut-être que la famille voulait lui donner des funérailles dignes ou quelque chose du genre. Je suis un amoureux des animaux, que puis-je dire ? J'ai donc placé son pauvre corps brisé dans le congélateur de notre garage
et j'ai attendu que des avis de chats perdus apparaissent dans le quartier pour pouvoir annoncer la mauvaise nouvelle à la famille. Cependant, aucun avis de chat perdu n'est apparu. Alors, quelques jours plus tard, j'ai emmené le corps du petit chaton au refuge local pour animaux, essayant simplement d'oublier toute l'affaire. Quelques jours plus tard, c'était une chaude matinée de samedi, et je venais de sortir de chez moi pour aller courir quand j'ai vu le petit-fils de nos voisins sortir de sa voiture avec une de ces cages de transport pour animaux à la main. Je n'avais pas encore eu l'occasion de me présenter à lui, alors je me suis avancé dans mon allée, lui faisant le salut le plus cordial. Naturellement, il a répondu avec un ton amical, et je lui ai demandé ce qu'il avait dans la cage. Il m'a dit que c'était un nouveau chat qu'il avait trouvé sur Craigslist, quelque chose pour que ses grands-parents puissent le câliner et leur apporter un peu plus de joie dans leurs dernières années. J'ai pensé que c'était incroyablement gentil de sa part et, sans mentionner le pauvre chat qui avait perdu la vie dans le quartier, je lui ai dit que j'espérais qu'il prévoyait de le garder à l'intérieur, car parfois les chats peuvent s'égarer et ne jamais revenir à la maison. Il m'a assuré que ce serait définitivement un chat d'intérieur parce qu'il était hors de question que sa grand-mère laisse le chaton sortir de sa vue une fois qu'elle verrait à quel point il était mignon. Cela m'a beaucoup rassuré. Je ne pouvais pas supporter l'idée de me retrouver à nouveau avec un autre ami poilu dans un sac poubelle, pas après le dernier. Alors je leur ai dit à quel point ils étaient chanceux d'avoir un petit-fils aussi attentionné, puis je suis parti faire ma course matinale. Le lendemain matin, l'homme du jeune couple de l'autre côté est venu frapper à notre porte et m'a demandé de parler avec moi. J'ai prié en silence pour qu'il n'annule pas notre barbecue de cet après-midi, car c'était à nous de fournir toute la viande pour la fête et je ne voulais pas tout conserver dans le congélateur pour la semaine suivante, pas après que celui-ci ait été transformé en cercueil pour le chat mort que j'avais trouvé dans la rue. Il avait un air grave sur le visage, alors je m'étais déjà fait à l'idée qu'il allait annuler, mais la nouvelle était encore pire que cela. À voix basse, il m'a demandé si je pouvais sortir avec lui sur le chemin. Je l'ai suivi et il m'a posé une question sur un ton tout aussi bas. Je vais essayer de retranscrire la conversation de mémoire. As-tu vu ou entendu quelque chose de bizarre la nuit dernière ? Je ne pense pas. Quel genre de choses aurais-je entendu ? Je ne sais pas, une attaque d'animal, un chat en détresse, quelque chose comme ça. Non mec, je n'ai rien entendu. Pourquoi ? Viens juste voir. Tim m'a conduit chez lui, dans le jardin de devant, vers quelques rosiers que j'avais vu sa femme tailler avec amour de temps en temps. Là, en dessous, il y avait un autre désastre de sang et de poils, un autre chat mort. Sauf que celui-ci semblait frais, très frais, et avait été éventré. Penses-tu qu'un lynx aurait pu faire quelque chose comme ça ? Je ne pense pas que nous ayons des lynx si près de la ville, mec, mais je ne sais pas. Tout est possible, je suppose, ai-je répondu, horrifié et confus. Mais, je veux dire, si quelque chose avait tué ce pauvre animal la nuit dernière, ici même dans mon propre jardin, n'aurions-nous pas entendu quelque chose, non ? Nous aurions entendu quelque chose. Je n'avais aucune idée de quoi lui dire. Je sais que ce n'était qu'un chat, mais Jésus, nous étions tous les deux assez effrayés par toute la situation, surtout moi, car ce n'était même pas la première fois que je voyais un chat mort dans Laura Hill Road, CUS dernière semaine. Nous avons tous les deux convenu de rester attentifs à tout ce qui semblait suspect, puis nous avons convenu de nous retrouver plus tard cet après-midi pour le barbecue du dimanche. Mais avant que ma femme et moi allions chez Tim pour le barbecue, j'ai pris soin de m'arrêter chez les autres voisins pour m'assurer que leur chat allait bien. 1 minute après avoir sonné à la porte, la grand-mère a répondu et à peine lui ai-je demandé comment allait son propre chat que j'ai entendu un miaulement aigu juste à quelques pas derrière elle. La grand-mère s'est excusée et m'a dit qu'elle devait refermer la porte avant que le petit ne tente de sortir. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement. Je lui ai souhaité une belle matinée, puis je suis retourné chez moi, mes craintes apaisées. Le barbecue cet après-midi-là a été un peu tendu. Tim et sa femme semblaient un peu nerveux, et finalement, j'ai dû raconter à ma femme ce qui semblait se passer dans le quartier. Comment 2 chats avaient été retrouvés morts, inexplicablement tués et abandonnés dans notre propre rue au cours des 2 dernières semaines. Elle a été extrêmement bouleversée par cette révélation, mais honnêtement, je suis content de lui en avoir parlé, car elle a remarqué quelque chose quelques jours plus tard. Tu vois, ma femme travaille parfois depuis la maison, étant donné que son travail lui permet d'avoir un horaire assez flexible, et elle peut pratiquement choisir ses propres heures de travail. Elle était au bureau à Saint-Louis un après-midi quand mon téléphone a commencé à vibrer avec une avalanche de messages textes. Il venait de ma femme, qui me demandait de l'appeler dès que possible, et il parlait des meurtres de chats dans le quartier. Je l'ai appelé dès que j'ai pu,
Elle m'a dit qu'elle était tombée sur le petit-fils de nos voisins, Vincent, dans le Walmart local, et qu'elle s'était approchée de lui pour entamer une conversation banale quand elle avait remarqué quelque chose sur ses bras. Il y avait des coupures cicatrisées sur tout l'un de ses avant-bras, des coupures assez profondes. Elle lui a exprimé son inquiétude, car elle semblait assez douloureuse, mais Vincent avait ri et lui avait dit qu'il les avait eues au travail lorsqu'un patient âgé de l'hôpital était devenu agressif pendant un traitement de routine. Sa voix tremblait, mélange de peur et de colère, lorsqu'elle m'a dit qu'elle savait que Vincent mentait. Les coupures sur ses bras étaient des griffures de chat et elle pouvait les reconnaître n'importe où, ayant eu plusieurs chats comme animaux de compagnie lorsqu'elle était enfant. Une griffure en particulier était très évidente, un ensemble de lignes parallèles, et elle savait que, si cela provenait vraiment d'un patient violent de l'hôpital, celui-ci devait avoir des mains extrêmement petites, ce qui était tout à fait improbable. Après cela, ma femme est devenue obsédée par l'idée que Vincent avait quelque chose à voir avec les meurtres de chats qui affligèrent notre quartier, et ces craintes ont été renforcées par le fait que nous avions reçu une lettre de l'association locale des propriétaires. Celle-ci mentionnait que plusieurs autres chats morts avaient été retrouvés dans les jardins des gens et dans les parcs locaux, mais aucune famille n'avait signalé la disparition de leur chat domestique. Nous étions comme des détectives amateurs à ce moment-là, ayant déterminé que la personne qui tuait ces chats ne se contentait pas de capturer ou de voler les animaux de compagnie du quartier, mais qu'elle devait les faire venir d'ailleurs, peut-être en les trouvant sur Craigslist. Mais nous ne pouvions tout de même pas accuser Vincent d'une série de crimes aussi atroces. Après tout, le chat qu'il avait apporté à ses grands-parents semblait être en vie et en bonne santé, ou du moins, c'est ce que nous croyons. Un après-midi, ma femme regardait par la fenêtre de la cuisine en direction de la maison du voisin où vivait Vincent. C'était quelque chose qu'elle avait commencé à faire régulièrement, et je commençais à penser que son obsession pour lui frisait la paranoïa, puisqu'elle ne le voyait que faire des tâches ménagères pour ses grands-parents âgés. Mais cet après-midi-là, alors qu'elle espionnait comme d'habitude pendant que je regardais les résumés de football, elle a soudainement crié « Oh mon Dieu !» et a couru vers la cuisine. Quand je lui ai demandé ce qui se passait, elle m'a dit qu'elle venait de voir Vincent sortir une poubelle avec un sac à l'intérieur qui semblait suspectement vide, comme s'il n'y avait à l'intérieur qu'un chat. Je pense qu'à ce moment-là, nous voulions juste un peu de certitude. Alors nous avons décidé d'attendre que la nuit tombe avant de sortir vers les poubelles pour vérifier ce qu'elle avait vu. Quand la nuit est arrivée, j'ai vérifié que la voie était libre et je me suis approché furtivement des poubelles des voisins pour voir ce que ma femme avait observé. Et là, dans un sac poubelle en plastique noir, juste au sommet de la poubelle, il y avait bien un chat mort, démembré exactement de la même manière que celui que notre voisin Tim avait trouvé dans son jardin. C'était celui qu'il avait acheté sur Craigslist, le mignon petit chat tigré que j'avais vu derrière sa grand-mère le jour où j'étais allé m'assurer qu'il allait bien. Je suis rentré chez moi aussi calmement que possible et j'ai immédiatement appelé la police. Moins d'une heure plus tard, une voiture de patrouille s'est arrêtée devant la maison de Vincent, et ma femme et moi avons observé par la fenêtre tandis que les policiers parlaient d'abord avec les grands-parents avant d'entrer pour fouiller la propriété. Ensuite, nous avons vu les policiers sortir de la maison avec Vincent menotté, les mains dans le dos. Ma femme a littéralement perdu son sang-froid. Elle a couru hors de notre maison et lui a crié toutes sortes d'insultes. Quelques jours plus tard, tout cela était aux informations. Vincent avait été accusé de 12 chefs d'abus graves sur animaux après avoir avoué qu'il avait utilisé Craigslist pour ramasser les chats qu'il torturait et tuait, selon des déclarations faites à la police cette nuit-là. Il n'avait jamais eu l'intention de prendre soin d'aucun des chats. À la place, il voulait les étrangler ou les noyer tous dans un seau dans le jardin de ses grands-parents. Mais ce n'était pas le pire, loin de là. Vincent a avoué aux agents qu'il avait démembré certains des chats, leur coupant la tête ou les membres. Il écrasait aussi souvent la tête des animaux avant de leur enlever les membres et de se débarrasser de leurs restes en les dispersant dans tout le quartier, dans le but de terroriser ceux d'entre nous qui vivaient dans Laura Hill Road. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il était détenu à la prison du comté de Saint-Charles, avec une caution de 50 000 $, une somme que ses grands-parents, choqués et consternés, n'avaient absolument pas l'intention de payer. Je crois que ce qui me dérange le plus dans toute cette affaire, ce n'est pas tant ce que Vincent faisait, mais plutôt comment il semblait être la dernière personne que l'on aurait soupçonné de faire de telles choses. Il paraissait être un jeune homme si agréable, quelqu'un qui consacrait presque tout son temps à aider les autres dans son travail d'infirmier ou à assister ses grands-parents à la maison. Je pensais que Vincent était une sorte de saint lorsque je l'ai rencontré pour la première fois, mais maintenant, tout n'était qu'une façade.
Vincent avait le diable en lui, et je suis heureux d'avoir réussi à m'en rendre compte avant qu'il ne fasse du mal à quelqu'un d'autre. Depuis que je me souviens, j'ai toujours su que mon voisin, Don Pedro, cachait quelque chose. C'était un homme âgé, d'apparence sévère et plutôt grincheux, mais avec ma mère et moi, il avait toujours été extrêmement aimable. Mes amis et moi plaisantions souvent en disant que Don Pedro devait avoir été un espion ou quelque chose du genre dans sa jeunesse, car personne dans le quartier ne savait grand-chose de son passé. Malgré son caractère bourru avec les autres, j'ai toujours pensé que sa gentillesse à notre égard était due au fait qu'il trouvait ma mère attirante, ce qui m'a toujours causé un certain malaise. Don Pedro vivait seul dans une maison ancienne et quelque peu négligée, juste à côté de la nôtre. Son jardin, bien que rempli de mauvaises herbes, avait un air nostalgique qui reflétait sa propre aura de mystère. Chaque fois que je croisais son chemin, il me saluait avec un sourire fatigué et un geste aimable. Son regard, cependant, semblait toujours cacher une tristesse sous-jacente et quelque chose de plus, quelque chose que je n'ai jamais pu décrypter. Ses mains, marquées par le temps, tremblaient légèrement quand il nous parlait, et sa voix, bien que ferme, portait un accent de mélancolie qui m'a toujours fait ressentir un mélange de curiosité et de compassion pour lui. Le jour où Don Pedro est décédé était un jour gris et pluvieux, comme si le ciel lui-même pleurait sa disparition. Ma mère et moi avons été parmi les premières à l'apprendre, car le facteur avait trouvé son corps sans vie dans la maison et était venu en courant nous avertir. Malgré son âge avancé et son caractère réservé, sa mort a laissé un vide palpable dans le quartier. C'est alors que la communauté a décidé de veiller son corps dans sa propre maison, comme c'était la coutume dans notre petite ville du Mexique. La veillée funèbre fut un événement sombre mais rempli de respect. Les gens du quartier sont venus présenter leurs condoléances, bien que la plupart ne connaissaient Don Pedro qu'au-delà de sa façade bourrue. Ma mère était visiblement affectée, ce qui m'a fait réaliser à quel point elle l'appréciait en réalité. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait et que la maison se remplissait de murmures respectueux et de chuchotements, je me suis retrouvé à errer dans les couloirs de la maison de Don Pedro, poussé par un mélange de curiosité et une étrange sensation d'urgence. J'ai décidé de monter au 2e étage, où se trouvait sa chambre. C'était un endroit qui avait toujours éveillé ma curiosité, mais auquel je n'avais jamais eu accès. Je suis monté les escaliers en bois qui craquaient sous mes pieds, en essayant de ne pas attirer l'attention des autres. En arrivant à sa porte, je l'ai poussé lentement et je me suis retrouvé dans une pièce sombre et poussiéreuse, remplie de souvenirs oubliés. Il y avait une atmosphère d'abandon et de tristesse dans cet endroit, comme si chaque objet renfermait une histoire inédite. Les rideaux épais et décolorés étaient partiellement fermés, laissant entrer seulement un rayon de lumière qui illuminait des particules de poussière flottant dans l'air. J'ai commencé à fouiller les tiroirs et les armoires, essayant de trouver quelque chose qui m'expliquerait le mystère qui avait toujours entouré Don Pedro. J'ai ouvert le premier tiroir et trouvé de vieilles lettres attachées avec une ficelle décolorée, toutes adressées à différentes personnes dont les noms ne me disaient rien. Il y avait des photographies en sépia de lieux que je n'avais jamais vus, des paysages ruraux et des bâtiments anciens qui semblaient d'une autre époque. Après quelques minutes de recherche infructueuse, mon regard s'est posé sur une vieille boîte en bois cachée sous son lit. Je l'ai sortie avec précaution et me suis assis par terre, l'ouvrant avec des mains tremblantes. À l'intérieur de la boîte, j'ai trouvé un trésor de souvenirs, des photos anciennes, des documents jaunis et des lettres soigneusement conservées. La première photo que j'ai prise m'a glacé le sang. C'était une image en noir et blanc d'une jeune femme que j'ai immédiatement reconnue. C'était ma grand-mère maternelle. La photographie montrait ma grand-mère dans sa jeunesse, avec un sourire radieux et des yeux pleins de vie. Autour d'elle, il y avait d'autres photos de ma mère, depuis son enfance jusqu'à sa jeunesse, toutes prises à son insu. J'ai ressenti un nœud dans l'estomac en continuant à examiner le contenu de la boîte. Chaque photo, chaque document, semblait pointer vers une vérité que je n'avais jamais envisagée possible. Il y avait des photos de ma mère jouant dans un parc, de son premier jour d'école, de sa fête de 15 ans. Toutes les photos semblaient prises de loin, comme si le photographe était resté caché. J'ai aussi trouvé des coupures de journaux sur des événements locaux où apparaissait ma mère, des notes sur ses progrès scolaires et ses réalisations personnelles. Chaque détail dans la boîte montrait une attention minutieuse et une dévotion qui me semblait incompréhensible.
Finalement, j'ai trouvé une lettre adressée à ma mère. Je l'ai ouverte avec précaution, sachant que ce que j'allais lire changerait notre vie à jamais. L'enveloppe était scellée avec de la cire et portait le nom de ma mère, écrit avec une calligraphie élégante mais tremblante. « Chère Elena, si tu lis cette lettre, cela signifie que je ne suis plus parmi vous. Je regrette profondément de n'avoir pas pu être à tes côtés comme tu le méritais, comme un vrai père aurait dû l'être. Je sais que c'est un choc pour toi, mais je veux que tu saches la vérité. Je suis ton père, Elena. Je n'ai jamais eu le courage de te le dire de mon vivant, et c'est pourquoi j'ai porté cette culpabilité pendant toutes ces années. Quand ta mère est tombée enceinte de toi, j'étais un jeune homme irresponsable et effrayé. Je ne savais pas comment faire face à la situation, et je suis parti, la laissant te élever seule. Des années plus tard, j'ai essayé de te retrouver, mais à ce moment-là, tu avais déjà ta propre vie, et je ne voulais pas y faire irruption et te causer plus de douleur. J'ai décidé de m'installer près de toi pour te protéger et te surveiller de loin, même si je n'ai jamais eu le courage de te révéler la vérité. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. J'ai toujours été fier de toi, et j'ai regretté chaque moment manqué. Mon seul espoir est que tu puisses comprendre mes raisons et trouver dans ton cœur le pardon pour un homme qui, bien qu'imparfait, t'a toujours aimé. Avec amour éternel, Pedro. » À la fin de la lecture de la lettre, j'ai ressenti un mélange d'émotions, surprise, tristesse et une profonde sensation de trahison. Je savais que je devais montrer cela à ma mère, même si je craignais comment elle pourrait réagir. Je suis descendu les escaliers avec la boîte dans les mains et j'ai cherché ma mère parmi les invités. Je l'ai trouvée assise dans un coin, les yeux embués et le regard perdu. Je lui ai tendu la lettre et j'ai attendu en silence pendant qu'elle la lisait. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes et son expression passer de l'incrédulité à la douleur. Lorsqu'elle a terminé, elle m'a regardé avec une profonde tristesse et une légère trace de colère. J'ai toujours su qu'il cachait quelque chose, mais je n'aurais jamais imaginé cela, a-t-elle dit d'une voix brisée. Mon propre père, et il n'a jamais rien dit. Je l'ai serré dans mes bras pendant qu'elle pleurait, partageant sa douleur et sa confusion. La vérité avait été révélée, mais elle avait laissé une blessure profonde en nous deux. Le lendemain, après les funérailles, ma mère et moi avons décidé que nous ne pouvions pas continuer à vivre si près du souvenir de Don Pedro. Nous avons trouvé un appartement en ville et avons déménagé, emportant avec nous les douloureuses leçons de secrets cachés et de vérités non dites. Bien que nous n'ayons jamais pu comprendre entièrement les raisons de Don Pedro, nous avons appris à aller de l'avant, guérissant peu à peu. L'expérience nous a appris que parfois, les personnes que nous croyons connaître peuvent garder des secrets que nous n'aurions jamais imaginés, et que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, finit toujours par éclater. Avec le temps, ma mère a réussi à pardonner à Don Pedro, même si la douleur de son absence et de la vérité jamais dite est restée comme une ombre dans nos vies. Chaque fois que je passe devant notre ancienne maison, je ne peux m'empêcher de me souvenir de ces jours d'incertitude et de révélation. Je me rends compte que, malgré tout, Don Pedro a toujours voulu le meilleur pour nous, même si sa manière de le faire était erronée. La vie continue, et nous aussi, portant dans notre cœur les leçons apprises et les souvenirs d'un homme qui, bien qu'imparfait, a toujours voulu nous protéger. Emménager seul avait été l'une des décisions les plus excitantes et significatives de ma vie. Je m'appelle Marcela, et après avoir économisé pendant des années et planifié méticuleusement chaque détail, j'ai finalement pu acheter ma propre maison dans un quartier tranquille d'une ville aux États-Unis. L'excitation d'avoir mon propre espace, de décorer à mon goût et de profiter de mon indépendance était indescriptible. Le quartier semblait tout droit sorti d'un rêve. Des jardins bien entretenus, des rues propres et des voisins aimables qui saluaient toujours en passant. Parmi eux, il y avait John, qui se distinguait par sa gentillesse et sa volonté d'aider. John était un homme d'une quarantaine d'années, avec un sourire constant sur le visage et une attitude qui respirait la bienveillance. Le jour de mon déménagement, il s'était proposé pour m'aider à déplacer quelques meubles lourds et plus tard, il m'avait apporté une tarte faite maison en guise de bienvenue. C'était le type de voisin que tout le monde rêverait d'avoir, toujours prêt à donner un coup de main et à partager une conversation agréable. Au début, je me sentais vraiment chanceuse d'avoir quelqu'un d'aussi attentionné vivant à côté de chez moi. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette expérience, qui avait commencé de manière si positive, se transformerait en un véritable cauchemar. Le premier signe que quelque chose n'allait pas est arrivé un après-midi d'automne. J'étais sorti faire quelques courses et prendre un café avec une amie, profitant d'une après-midi typiquement tranquille.
Lorsque je suis rentré chez moi, j'ai remarqué quelque chose qui m'a inquiété. La porte de derrière, que je fermais toujours à clé pour des raisons de sécurité, était légèrement entr'ouverte. J'ai pensé que j'avais peut-être oublié de bien la fermer dans la précipitation du matin, alors je n'y ai pas accordé trop d'importance sur le moment. J'ai fermé la porte avec précaution et commencé à ranger mes courses, essayant de chasser l'inquiétude qui commençait à s'installer en moi. Cependant, après un moment, j'ai commencé à entendre des bruits étranges. C'étaient des sons subtils, comme si quelqu'un se déplaçait dans la maison. Ma première pensée a été qu'il pourrait s'agir d'un animal piégé, peut-être un chat ou un écureuil, mais les bruits étaient trop précis et rythmiques, plus semblables à des pas qu'à des mouvements erratiques d'un animal. J'ai décidé de vérifier la maison, en commençant par le rez-de-chaussée. Tout semblait en ordre, les meubles à leur place, les fenêtres fermées. Mais les bruits continuaient, augmentant mon sentiment d'inconfort. Le cœur battant, je suis monté à l'étage, vérifiant minutieusement chaque pièce. Tout était comme je l'avais laissé le matin, sans aucune trace d'intrus ni de désordre. C'est alors que je me suis rendu compte que je n'avais pas vérifié le grenier. L'accès au grenier se trouvait dans le couloir du 2e étage, un petit panneau au plafond auquel on accédait par une échelle pliante. Malgré mon anxiété croissante, je savais que je devais vérifier cet endroit pour me calmer. Je suis monté prudemment à l'échelle, essayant de ne pas faire de bruit, tandis que mon esprit se remplissait de pensées terrifiantes. En ouvrant le panneau du grenier et en me penchant pour regarder à l'intérieur, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé d'effroi. Dans la pénombre du grenier, à peine éclairé par la lumière qui entrait depuis le couloir, se tenait John, mon aimable voisin, accroupi et me regardant avec un sourire troublant sur le visage. Je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un cri étouffé, sentant le sang se glacer dans mes veines. Avant que je puisse réagir, John s'est précipité vers moi avec une rapidité inattendue. Désespéré, j'ai essayé de descendre l'échelle aussi vite que possible, mais il m'a rattrapé et m'a poussé. Je suis tombé sur le sol du couloir, me cognant le bras et m'écorchant le genou au passage. Par réflexe, je me suis relevé et j'ai couru vers le rez-de-chaussée, avec John sur mes talons, ses pas résonnant avec une cadence menaçante. Je criais à l'aide, bien que je savais que mes voisins étaient trop loin pour m'entendre. Je suis arrivé dans la cuisine et, dans un acte de désespoir, j'ai attrapé un couteau pour me défendre. John s'est arrêté net en voyant l'arme, levant les mains dans un geste de fausse calme, comme s'il essayait de me rassurer. « Marcella, je voulais juste te parler », a-t-il dit d'une voix si sereine qu'elle en était effrayante, presque moqueuse. « Éloigne-toi de moi !» ai-je crié en lui pointant le couteau, essayant de garder mon sang-froid. J'ai profité de sa pause pour courir vers le salon et attraper mon téléphone. Les mains tremblantes, j'ai composé le 911 et essayé d'expliquer la situation aussi vite que possible, mes mots entrecoupés par la peur. John continuait à s'approcher lentement, son sourire troublant ne quittant jamais son visage, ce qui rendait la situation encore plus terrifiante. La police est arrivée en quelques minutes, bien que pour moi, cela ait semblé être des heures interminables. Ils sont entrés, armes dégainées, et ont ordonné à John de se coucher par terre. Il n'a opposé aucune résistance et s'est laissé menotter tout en murmurant des incohérences sur le fait qu'il voulait simplement m'aider et me protéger. Les officiers m'ont posé des questions détaillées, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Je leur ai tout raconté, des bruits jusqu'à la découverte de John dans le grenier, détaillant chaque moment avec la plus grande précision possible. C'est alors que John a commencé à inventer toute une histoire sur le fait qu'il avait entendu des bruits dans ma maison et qu'il pensait que quelqu'un était entré, alors il avait décidé d'enquêter par lui-même pour s'assurer que tout allait bien. Malgré l'absurdité et le peu de crédibilité de son histoire, la police a décidé de l'emmener pour lui faire passer des tests de démence et évaluer son état mental. Ils m'ont assuré qu'ils le garderaient sous surveillance en attendant, ce qui m'a apporté un léger soulagement. Cependant, à mon grand horreur, le lendemain, John était de retour chez lui, comme si de rien n'était. La police l'avait jugé mentalement instable mais pas dangereux, et l'avait autorisé à rentrer chez lui avec l'avertissement de rester éloigné de moi. Je ne pouvais pas supporter l'idée de vivre à côté de quelqu'un d'aussi perturbé et dangereux, alors j'ai pris la difficile décision de déménager dans un appartement en ville. Ce fut un processus épuisant et stressant, mais j'ai finalement trouvé un endroit où je me sentais en sécurité et protégé. Pourtant, cette expérience m'a marqué à vie. Je me retrouve encore à regarder par-dessus mon épaule et à m'assurer que toutes les portes et fenêtres sont bien verrouillées chaque nuit.
j'ai appris une leçon inestimable. La gentillesse d'un voisin n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Bien que je sois maintenant en sécurité, je n'oublierai jamais cette nuit terrifiante où j'ai découvert la véritable nature de John et comment ma perception du monde a changé à jamais.